Bon, bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui les essais qu'on a fait chez Groupe Pleine Terre sur les fongicides foliaires dans le soya. En fait, le but du projet, c'était d'aller chez des producteurs qui utilisaient soit qui utilisaient des fongicides ou ils se demandaient s'ils devaient en utiliser pour insérer des bandes non traitées, au moins 3 bandes non traitées au travers de ces parcelles commerciales-là pour en fait voir l'efficacité réelle de leur traitement. Donc, c'était fait en grande parcelle commerciale. Les rendements étaient pris au capteur de rendement ou bien avec une balance à grains commerciale. Euh, les essais ont été faits de 2018 à 2021. Parallèlement aux prises de rendement, on a évalué également les maladies, soit les maladies foliaires et les maladies de tige en fin de saison. Ça veut dire à peu près début septembre, juste avant que les feuilles du soya tombent. On a eu de l'aide pour le diagnostic du sérum par Sylvie Rio, qui a maintenant pris sa retraite et qui était phytopathologiste au sérum. Donc, jusqu'en 2019. Ensuite, en 2020, c'est le laboratoire de diagnostic qui nous a donné un coup de main. Puis, en 2021, Tania Couplé, qui est phytopathologiste au sérum, nous a aidés au niveau du diagnostic. Au total, on a fait 32 essais sur 27 sites. Ici, on a le nombre de sites avec les fongicides qui ont été essayés. Ce n'est pas exhaustif. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment ça a été fait par traitement. La plupart des traitements ont été faits au stade R3, mais il y a eu certains cas où il y a eu un traitement au stade R1 et au stade R3 dans certains cas. En fait, pourquoi comme ça? Simplement parce que c'est la réalité qu'on voit sur le terrain. Les producteurs, généralement, ont peu d'intérêt à faire plus d'un traitement et souvent, ils tournent autour du stade R3. Donc, il y a eu à l'occasion des 2 traitements, mais pas toujours le même produit répété, évidemment, là, dans certaines des parcelles. Il y avait un produit qui a été essayé qui est en fait un biofongicide, le Fighter, qui est un champignon qui, selon le fabricant, coloniserait les feuilles et empêcherait l'entrée de maladies foliaires dans le plant. On a fait aussi un essai qui est un peu différent, dont je vais vous parler dans un premier temps, qui a été fait tardivement avec du Allegro, c'est-à-dire au stade R5. Donc, on commence avec les essais de Allegro. Donc, ce n'est pas la façon typique de l'utiliser à R5, ce n'est pas dans les recommandations, mais comme la maladie est survenue tardivement, on a voulu évaluer si c'était possible de retarder, de diminuer l'impact du sclérotinia qui était déjà installé dans 2 champs qu'on avait en 2019, la même variété qui était dans ces 2 champs-là. Donc, comme le Allegro a sur son étiquette un potentiel de suppression, on a tenté l'essai. La maladie, de ce qu'on en a compris, est rentrée tardivement dans ces 2 champs-là avec la même variété, parce qu'il y avait étonnamment beaucoup de fleurs qui, au stade R5, étaient formées à la base des plants. Habituellement, les plants poussent en faisant des étages de fleurs, puis les fleurs sont relativement protégées quand ils sont en haut du plant, puis qui ont la possibilité de sécher rapidement. Mais là, il y a eu une croissance particulière de cette variété-là à la base des plants et on croit que l'infection est venue tardivement pour cette raison-là à ce stade-là.
pour s'assurer de l'homogénéité des parcelles qu'on évaluerait, on a fait le DSI, c'est-à-dire on a fait une évaluation qui considère, c'est un calcul qui considère à la fois l'intensité de la maladie selon les symptômes observés et le nombre de plants qui sont affectés par la maladie. Donc, c'est un calcul qui sert tout simplement à savoir, à faire avoir une idée de l'intensité de la maladie. Donc, avant le traitement, l'évaluation a été faite sur les 2 sites. Donc, on n'avait pas de différence significative avant le traitement dans le site 14, mais il y avait une tendance dans le cas du site 15. Ça, c'est avant le traitement. Donc, il y avait un petit peu plus de maladies dans la zone non traitée au départ. Après le traitement, on n'a pas eu de différence significative dans le cas du site 14, mais une différence significative, c'est-à-dire un peu plus de maladies dans le site 15. Donc, est-ce que c'est dû au billet de départ ou effectivement, il y a eu moins de progression dans ce cas-là? Quoi qu'il en soit, ce sont les rendements qui parlent au bout du compte et on n'a eu aucune différence significative dans ni un ni l'autre des 2 essais. Maintenant, je vais vous parler des autres essais qui ont été effectués. On a fait dans ces 30 autres essais l'évaluation des taches foliaires en termes de recouvrement des maladies foliaires. Ce qui était évalué dans cette catégorie-là, c'était la tache brune, Septoria glycines, la tache globuleuse, Cercospora sugina, et les bactéries. Parce que quand on fait l'évaluation foliaire, tout ça peut se confondre. Mais au final, on a évalué la fréquence de chacune de ces maladies-là. Ce qu'on remarque, c'est que le septoria est très fréquent. On le retrouve dans presque 3/4 des cas des essais. Dans une moindre mesure, on retrouve du Cercospora sugini et très, très peu de bactéries. Ce qui est en fait une bonne chose à savoir parce que les bactéries n'auraient pas pu être contrôlées de toute façon par les fongicides. Voici ce que ça donne. Là, vous voyez en bas les différents traitements avec leur légende. Donc, ce qu'on remarque, comme par exemple dans le cas je vais mettre mon pointeur ici, là, on a le site 24. Dans ce cas-là, on avait de l'acapella en premier traitement à R1, suivi d'un côté gras. Donc, quand on a un slash, c'est ce que ça veut dire. Par contre, dans un cas comme celui-là, le 25, on a eu malheureusement du Stratego Pro mélangé à du Cefina, qui est un insecticide. On a quand même gardé l'essai parce qu'on trouvait ça quand même intéressant, mais il faut garder ça en tête que le Cefina était également présent dans la zone traitée, mais pas dans la zone non traitée. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on a au final 13 essais sur 30 qui étaient significativement plus élevés au niveau des taches foliaires du recouvrement dans le cas du témoin que dans le cas des traitements. Ensuite, on a fait l'évaluation des maladies de tige. Quand on regarde les maladies de tige, c'est la même démarche. En fait, on faisait le pourcentage de recouvrement. Les maladies sont un petit peu plus difficiles à distinguer. Là, quand on regarde des petites taches comme ça, ça peut se ressembler beaucoup à ce stade-là. On avait dans ces
maladies-là qui sont considérées le phomopsis, le complexe phomopsis diaporté, qui est en fait presque la même maladie, mais à 2 stades sexuels différents. L'anthracnose et le fusarium. Le fusarium, qui peut être une maladie vasculaire qui rentre par les racines, mais également par des taches sur la tige. En fréquence de maladie, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une très grande prédominance du fusarium dans presque 90% des cas. Dans une moindre mesure, l'anthracnose, mais qui n'est jamais seul, et le phomopsis qui est présent. Donc, ce que Sylvie Rioux m'a souvent répété, c'est que ça fait partie d'un complexe PAF, PAF, pour phomopsis, anthracnose, fusarium, qui ont une influence l'un l'autre. Donc, quand il y en a une, il y a comme une facilité souvent à ce que d'autres maladies puissent entrer dans ce complexe-là. Ce que ça nous dit, c'est que dans ce cas-là, on avait sur les 30 essais, 4 témoins qui étaient significativement différents au niveau des maladies de tige. La pourriture blanche a également été évaluée. Encore là, on a fait l'évaluation avec le DSI et on a vu, oui, des gens qui avaient du sclérotinia dans certains cas, mais aucune différence significative au niveau du contrôle du sclérotinia avec ces traitements-là. Les rendements dans tout ça, parce qu'au final, c'est pas mal ça qui nous importe. Ce qu'on a pu observer, c'est que avec tous les essais, toutes ces conditions-là différentes, dans seulement 4 essais sur 30, on a vraiment eu une différence significative de rendement, dont un qui était celui avec le Cefina. Le Cefina qui était, je pense que je ne l'ai pas mentionné, qui avait été utilisé pour le contrôle du puceron. Mais là, on ne peut pas nécessairement attribuer la différence de rendement seulement au fongicide ou au Cefina, puisqu'il était en mélange. Dans le premier cas, le PX1, qui était en fait du Priaxor qui avait été appliqué, on a eu une augmentation de 444 kg à l'hectare avec un gain au final, si on considère la valeur en termes de gain de rendement et le coût à la fois du produit et le coût de l'application, on a un gain final de 109 $ de l'hectare dans ce cas-là. Dans le cas d'un autre site, celui-là était en 2020, le site 16, on a eu une augmentation de 233 kg de l'hectare avec du Priaxor, avec un gain au final de 36 $ de l'hectare. Fait à noter, le site 16 et 17 étaient exactement au même endroit, mais on avait des variétés différentes. Mais il y a seulement dans le cas du 16 qui est ressorti comme étant significativement différent. Ensuite, on a le site 23 qui nous a permis d'avoir un gain de 300 kg à l'hectare avec le Stratego Pro et un gain de rendement de 116 $ de l'hectare de plus. Tandis que le site avec Stratego Pro et Cefina a permis une augmentation de 275 kg de l'hectare et un gain de rendement total de 65 $ de l'hectare. Je vous rappelle que là-dessus, sur ces 4 sites-là, il y avait quand même, oui, des différences significatives quand on a regardé au niveau des maladies foliaires,
mais c'est pas parce qu'on avait des différences significatives dans d'autres sites que au niveau de l'incidence des taches foliaires, que ça s'est automatiquement traduit par des gains de rendement. Dans le cas des maladies de tige, un seul des 4 sites qui avait un gain de rendement, le PX1, avait des différences significatives au niveau des maladies de tige, tandis que les autres n'en avaient pas. Mais on avait quand même d'autres sites qui avaient des différences significatives qui n'ont pas permis, au niveau des tiges, qui n'ont pas permis d'avoir un gain de rendement nécessairement. Au final, le bilan économique, c'est celui-ci. Si on inclut l'ensemble des traitements, on a, oui, des fois des gains économiques, mais le plus souvent, on va avoir fait une dépense qui n'aura pas été profitable au final, puisqu'on n'a pas eu de gain de rendement significatif. Donc, quand on considère l'ensemble de ces traitements-là, en conclusion, c'est que sur les 4 années, on a quand même eu différentes conditions de climat, différents types de variétés, différents types de champs, de régies, etc. On a seulement eu un gain dans 4 essais sur 32, ce qui fait 1 fois sur 8. C'est pas un excellent score, disons. Il n'y a pas, peut-être qu'un billet de loto est plus payant, mais en tout cas, c'est un risque que les producteurs prennent si les applications se font sans nécessairement avoir une démarche derrière ça. Donc, ce qu'on conclut, en fait, avec l'ensemble des données qu'on a, à la base, lorsqu'on avait des champs qui étaient très maladifs, peu importe qu'on ait des fongicides et même 2 fois de fongicides, si on avait des variétés maladives puis des conditions problématiques, souvent le traitement n'avait pas nécessairement d'impact. Donc, peut-être le mieux, ça serait de commencer par les étapes de base qui sont ceux que tout le monde connaît, mais les rotations de culture, les levées rapides, des espacements assez larges pour qu'il y ait une bonne aération du feuillage pour que ça sèche rapidement. Et les variétés moins sensibles, c'est quand même un élément clé de la réflexion. Parce que ici, je vous ai mis une photo, j'ai envoyé plusieurs morceaux de tige comme ça pour analyse au laboratoire, soit au sérum ou au laboratoire de diagnostic. Et souvent, j'avais des diagnostics pour ce genre de symptômes-là qui étaient en fait du sclérotinia. Puis ce qu'on m'a confirmé, c'est que le sclérotinia, parfois dans certaines variétés moins maladives, il peut avoir une cicatrisation à court terme. Puis il y a comme un effet de moins, cette variété-là est moins sensible à développer une maladie grave de sclérotinia. Donc, c'est quand même un bon atout à avoir dans vos poches, d'avoir des variétés moins sensibles avant de penser de mettre des fongicides. Ce qui pourrait nous aider, c'est d'avoir des développements prévisionnels pour que, au moins, si quelqu'un veut vraiment utiliser ces fongicides-là, il puisse peut-être espérer avoir un meilleur score que avoir un gain 1 fois sur 8, peut-être avoir ciblé de façon plus intelligente les maladies. Et finalement, peut-être une évaluation de maladie au champ un peu
difficilement faire un dépistage préventif dans le cas de la plupart des maladies actuellement, mais une évaluation de la sensibilité des variétés peut être intéressante par contre chez les agriculteurs. Je remercie les gens du Sérum, dont Sylvie Rioux et Tania Copley, qui m'ont aidé dans l'analyse et les diagnostics de maladies, le laboratoire de diagnostic du Québec, Stéphanie Mathieu du MAPAC, Carl Bérubé, agronome pour le Club Agri-Action, et les producteurs qui y ont participé au projet. Ah, c'était un projet Primevert. Avez-vous des questions?